Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais elle a été possible grâce aux partenaires qui accompagnent la chaîne au quotidien pendant toute l'année. Ils contribuent à faire perdurer le Choucroute Garage et me permettent de vous faire de nouvelles vidéos chaque semaine. Pour eux, j'ai créé le label Choucroute Garage Approved. Et pour ma voiture, j'ai choisi ACC pour les accessoires, Carve Wrap Design pour la personnaliser, Glace Tint Haguenau pour les vitres teintées, Station E pour la charger, 1001 pneus pour les pneumatiques, Guigui Shine Shop pour la bichonner et Revolt pour la réparer lorsque j'en aurai besoin. Un grand merci à eux. Tous les liens sont en description. Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Lorsqu'on parle de plaisir de la conduite automobile, on pense surtout à ça. Mais n'est-ce pas un peu réducteur? Et même là, est-ce que l'électrique est vraiment moins plaisant que le thermique? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. La notion de plaisir de conduire est relative. Chacun a une définition bien à lui, toute personnelle, et c'est normal. Je vais ici prendre quelques exemples de conception de la conduite automobile bien tranchés pour illustrer mon propos. Du coup, ça fera un peu caricatural, mais il est probable que chacun d'entre vous se retrouvera à un moment ou à un autre dans mes propos. Bien sûr, avec une perception personnelle qui est un mix de plusieurs de ces situations. Je précise aussi que je ne stigmatise personne, puisque dans certains cas ou certains autres, dans certains états d'esprit, on peut se retrouver dans les pires des personnages que je vous présenterai aujourd'hui. Et clairement, ça m'est arrivé aussi. Donc, n'y voyez pas une stigmatisation d'une personne, mais simplement une invitation à réfléchir sur sa manière de conduire, sa manière d'être, et parfois, ma foi, de se remettre en question, même si on ne sera jamais parfait. Si le seul plaisir de conduite était la conduite sportive, personne ne mettrait autant d'argent dans une auto comme celle-là. Ou celle-là. Et pourtant, elles plaisent beaucoup et font rêver certaines catégories de personnes. Voyons pourquoi. Depuis que l'automobile existe, les constructeurs de voitures de luxe et de sport se démarquent par des caractéristiques inaccessibles au commun des mortels. Ça fait rêver parce qu'on ne peut pas l'avoir. Ainsi sont nées des autos comme les Porsche, Ferrari ou Lamborghini, ainsi que les Rolls-Royce, Jaguar et autres Maybach. La voiture de sport, c'est fun, et plus elle est extrême, plus elle fait rêver. Ce que recherchent les clients de ces machines, c'est bien souvent de la puissance et une tenue de route très sportive, mais aussi une certaine difficulté à dompter l'engin. C'est un peu comme les éleveurs de chevaux qui débourrent un Mustang sauvage, et oui, on retrouve même les termes chevalins dans l'automobile. À l'extrême, on a certaines machines qui sont de véritables voitures de course, adaptées pour être homologuées sur la route. Enfin, tout juste adaptées, hein. Les F40 ou Porsche 911 GT3 sont de parfaits exemples de ce type de voiture. À l'extrême de l'extrême, certains, comme le préparateur allemand Dauer, ont carrément transformé des autos de piste ayant couru, les 962 Dauer, pour qu'elles puissent rouler sur route. Pourtant, si le plaisir est bien là sur une piste, toutes ces supercars sont juste une plaie à utiliser au quotidien. Trop dures, trop bruyantes, trop dépouillées, elles sont marrantes le temps d'un tour de manège, mais lassent bien vite si on veut voyager ou s'en servir pour se déplacer. Elles ne sont pas des autos faites pour se déplacer, mais des autos faites pour s'amuser ou pour se faire voir. À l'extrême opposé, les Rolls-Royce et consorts du XXe siècle étaient des bunkers de luxe sur roues. Puissantes mais lourdes, elles offraient un confort basé sur le silence et l'isolation du monde extérieur. À chaque évolution, ces autos sont devenues de plus en plus déconnectées du grand public et leur prix a grimpé au fur et à mesure de leur montée en gamme. De plus, à une époque, conduire une Rolls-Royce soi-même était presque un sacrilège. On ne pouvait profiter véritablement de ces autos que sur la banquette arrière, lisait-on. Un verre de champagne à la main. Mais pourtant, ces deux mondes ont commencé à se rapprocher avec une multitude de propositions au mélange de luxe et de sportivité savamment dosées. 3 approches sont sorties du lot en Europe. Tout d'abord, l'école anglaise. Jaguar ou Aston Martin ont été des précurseurs dans le domaine, avec des autos aussi sportives que luxueuses. Il était possible de s'amuser au volant sur un circuit, mais sans perdre le confort d'une routière. C'est ce qu'on appelle une GT finalement.
Ensuite, il y a l'école italienne. Plus flamboyante, les productions latines offraient une touche bien plus voyante que les autres. Pourtant, elles suivent le même chemin entre sport et luxe avec Maserati ou Ferrari en tête. Enfin, l'école allemande. Plus brute, plus sobre, se basant sur leur image de fiabilité et d'efficacité. Porsche, Mercedes ou BMW ont proposé de nombreux modèles répondant aux mêmes critères. Puis, les choses sont allées encore plus loin. Le luxe sportif s'est encore transformé avec l'avènement des berlines familiales sportives. Même si les Américains ont produit des berlines surpuissantes depuis des lustres, elles n'en étaient pas sportives pour autant. La première vraie berline sportive familiale accessible au grand public est probablement la série 5 E12 de 1979. Développée avec le moteur 6 cylindres 3,5 litres 12 soupapes de 218 chevaux, elle arborait quelques attributs aérodynamiques et un châssis sportif, le tout dans une berline 5 places. Timidement reçue par le public, elle ne fait pas une grande carrière. Pourtant, le modèle revient en 1984 sur la base de la caisse de la E28. Et là, nouvel échec. La M535i ne se vend que très mal, car la 528i, plus sobre esthétiquement et guère moins sportive, se vend mieux, car elle est beaucoup moins chère et moins voyante. BMW en tire rapidement les conséquences. Il fallait faire une série 5 sportive qui n'ait pas l'air de l'être. C'est alors qu'est née la M5. La berline familiale sportive ultime pour l'époque. Dotée du même moteur que la M635 CSI à 24 soupapes, elle développe 286 chevaux et se voit dotée également du châssis développé par BMW Motorsport. Elle est très discrète et ne dévoile sa nature que par de petits, voire même minuscules sigles M. Pour le reste, c'est une série 5 tout à fait ordinaire vue de l'extérieur. Et là, énorme succès. La voiture est plébiscitée par la presse et les premiers clients. Autre temps, autre mœurs visiblement, puisqu'aujourd'hui, ce sont plutôt les modèles communs dotés de packs d'apparence sportive qui se vendent le mieux. Étrange lorsqu'on y pense. Le plaisir de conduite serait-il devenu secondaire ? Compliqué de répondre à cette question car si on a parlé de plaisir au travers du luxe ou du sport, comme je l'ai déjà dit plus tôt, ce n'est pas le seul critère à prendre en compte au niveau du plaisir au volant. Voyons cela de plus près. Si on a parlé de personnes qui aiment l'automobile à un niveau ou à un autre et qui sont les clients des voitures dont nous avons parlé plus haut, une bonne part des gens n'aiment pas forcément conduire et n'apprécient pas forcément la voiture. Ils ne conduisent que par obligation. J'ai plusieurs personnes comme ça dans mon entourage. Mon épouse n'est pas fan de conduite, faute à sa vue et à son tempérament. Ma mère n'aime pas conduire et l'âge aidant, réduit son usage de la voiture au strict nécessaire. Pour ces personnes, la voiture doit être la plus invisible possible dans leur vie et se doit d'être simple et sans souci. Leur plaisir, c'est de ne pas penser à la voiture. À chaque fois qu'il faut aller au garage, c'est un moment de stress. À chaque démarrage un peu compliqué en hiver, c'est l'inquiétude qui s'installe. Faire des manœuvres, se rappeler quand changer de vitesse ou simplement lever le capot pour contrôler ses niveaux ou faire le plein sont des contraintes qui gâchent leur plaisir d'utiliser une automobile. À certaines vitesses, être en sous-régime ou en sur-régime est une autre contrainte à gérer. C'est un stress à la conduite également. Avec l'électrique, toutes les vitesses sont idéales. On ne peut pas caler non plus. Pour ces personnes, la voiture électrique est une véritable avancée. Silencieuse, réclamant peu d'entretien et facile à conduire, elles rendent la vie plus simple à ceux qui n'aiment pas les autos. Mieux encore, leur propre voiture s'efface de leurs préoccupations quotidiennes. Mais en plus, les autres autos électriques sont aussi moins nuisibles que le kéké GTI du quartier et son pot d'échappement bidouillé. Pour ces personnes, aucune voiture n'est aussi agréable qu'une voiture électrique malgré certaines contraintes qui subsistent. La recharge est leur inquiétude numéro 1 si elles n'ont pas la possibilité de recharger à domicile ou au travail. Les réseaux de bornes publiques en expansion rapide réduisent pourtant peu à peu cette contrainte. Pourtant, même cela n'est pas le plus grand frein de l'achat d'une voiture électrique pour ces personnes. Ce qui compte, c'est le rapport prix-utilisation. Une personne comme ma mère qui roule peu ne se verrait pas changer sa Kia Picanto pour les 5 ou 6 000 km qu'elle fait chaque année au mieux. Même une Dacia Spring serait trop chère à l'achat pour en rentabiliser l'usage. Du moins en neuf. En plus, elle serait trop limitée pour certains trajets qu'elle doit quand même encore faire un peu plus longs. Lorsque les prix des autos électriques permettront à la moindre auto d'avoir une autonomie de 300 km dans le monde réel pour un prix inférieur à 15 000 € en neuf ou 10 000 en occasion, ce sera une réelle bénédiction pour ceux qui n'utilisent leur auto que pour se déplacer au quotidien et dont le véhicule n'est absolument pas un loisir.
Pour le bon père de famille qui part en vacances chaque été, ou va voir mamie à 500 km tous les 2 mois avec famille et bagages, la voiture électrique est aussi un plaisir. Seul le plus bourru des beaufs fera fi du confort et de la sécurité de sa femme ou de ses enfants. Là, je suis un peu sexiste parce que clairement, des dames qui font 1000 km juste parce qu'il faut aller plus vite, faisant fi de leurs enfants ou de leur mari, ben j'en connais pas. Moi, je connais que des mecs qui font ça. Pourtant, lorsqu'on conduit, on est occupé et le temps passe vite. En passager, cela peut paraître bien plus long, surtout lorsqu'on est un enfant. Du coup, un arrêt toutes les 2 heures pour charger n'est pas une mauvaise chose, bien au contraire. Sauf bien sûr pour Jean-Michel égoïste qui ne pense qu'à lui et qui veut arriver le plus vite possible à destination, même si cela doit faire sa famille. Ce Jean-Michel cherchera à avoir une auto de 1000 km d'autonomie et une charge rapide en 3 minutes chrono pour faire un petit pipi, fumer sa clope et repartir pour 10 heures de route. Clairement, heureusement d'ailleurs, il ne l'aura jamais cette voiture. Avec des autos familiales à 300 ou 400 km d'autonomie réelle et des charges en 15 minutes, on aura des autos parfaitement utilisables pour tous et agréables pour tous les passagers. En tout cas, si les prix d'achat sont raisonnables et que les réseaux de recharge jouent le jeu. Mais ça semble aller dans le bon sens pour l'instant. Tout ce que je viens de vous décrire est un plaisir de conduite qui n'a rien à voir avec le sport ou le luxe. Et c'est ce qui fait le succès des Tesla Model 3 ou Model Y de base. Ce succès serait parfaitement partagé par d'autres constructeurs si leurs produits étaient au bon prix. XC40, Enyaq ou Ioniq 5 seraient largement plus diffusés si leur prix était en adéquation avec leur public. Et encore une fois, ce qui freine les clients, ce sont les prix du neuf. D'autant plus qu'il y a peu d'occasions en ce moment. Voyons maintenant ce qu'un passionné d'automobile peut penser d'une auto électrique. Depuis que j'ai ma Tesla Model S, j'ai entendu pas mal de critiques de la part de passionnés d'auto. Certaines sont fondées et d'autres non. Je ne parle pas ici des critiques de la marque ou du modèle, mais bien de la voiture électrique en tant que vecteur de plaisir. La première remarque qu'on me fait généralement, c'est que l'électrique c'est insipide et ça n'offre pas les bonnes sensations. Ma réponse est généralement ah bon ? Je mets juste... Enfin, vas-y, oh putain. Oh, vache. Certes, le bruit du moteur qui monte dans les tours rajoute une dimension auditive à l'impression d'accélération, tout comme les coups dans le dos à chaque changement de rapport. Il est facile de pallier cela avec des processeurs de son dans les voitures. Pour les à-coups, Toyota veut même le faire aussi. Mais franchement, c'est anti-mécanique et totalement ridicule. Porsche, Jaguar et bien d'autres ont tout fait pour augmenter les sensations du conducteur et des passagers. Mais sans que cela ne devienne envahissant. Et oui, lorsqu'on a le processeur de son dans une voiture comme le Taycan, eh bien c'est fort mais pas assourdissant. Peugeot l'a également fait dans certaines de ses sportifs diesel, afin de leur donner un son plus noble et sportif pour contenter les puristes. Le point positif de ces dispositifs, eh bien on peut les mettre lorsqu'on a envie et voyager en silence le reste du temps. Avec mes anciennes américaines, le bruit était un plaisir pendant 5 minutes, mais j'aurais aimé voyager sans ce ronron incessant. Très clairement, la voiture électrique donne le choix, et ça, c'est plutôt bien. La seconde critique touche au sens de l'odorat. Certains de mes amis disent qu'ils aiment l'odeur de l'essence ou de l'huile chaude. Cela donne une âme à la machine, disent-ils. C'est pas faux, mais encore une fois, c'est bien un moment, mais dans la plupart des situations, c'est désagréable. Faites chauffer une voiture dans un garage sous une maison pour vous en convaincre, ou bien traverser un tunnel à moto. L'odeur est oppressante et peut conduire même à des malaises, voire pire. Certes, une auto ancienne ne peut être dissociée de ses odeurs, ou de son bruit d'ailleurs. Pourtant, suivez même une AX d'avant les catalyseurs et l'injection et vous m'en direz des nouvelles. Mais attendez, dans ces années-là, on n'avait pas l'impression de baigner dans ces odeurs en permanence. Eh bien, c'est parce que notre cerveau efface les sensations non dangereuses du quotidien. Il s'habitue. Il filtre. Avec l'arrivée des autos catalysées et des filtres à particules pour les diesels, le seuil des odeurs acceptables a été réduit par notre cerveau. Et cela fait la même chose avec la voiture électrique. Une fois qu'on l'utilise au quotidien, il n'y a plus d'odeur et donc le cerveau baisse encore ses niveaux d'alerte. Et du coup, on n'apprécie plus du tout l'odeur d'essence ou d'huile de la même manière. Personnellement, c'est ce qui m'a fait revendre mes autos anciennes. Lorsque je prenais ma Cadillac des années 60, je devais me pencher sur le moteur pour rebrancher la batterie. Puis à la conduite, il y avait ces odeurs d'essence et de gaz d'échappement ou d'huile qui me collaient à la peau au point de rester incommodante pendant des jours.
Pendant les trajets, même avec son gros V8 très tranquille et bien filtré, les vibrations dans le plancher et les pédales n'étaient pas non plus très agréables. Contrairement au fonctionnement lisse d'une électrique, la mécanique d'une thermique a des comportements qui varient en fonction de la température, de ce qu'on demande au moteur ou lors des changements de rapport. Eh bien, tous ces changements vous mettent en alerte et vous mettent mal à l'aise. Car si cela se produisait par exemple dans ma Tesla, ce serait le signe que quelque chose ne fonctionnerait pas bien. J'avais donc toujours l'impression que quelque chose ne tournait pas rond dans ma voiture. Et c'est l'impression que j'ai désormais dans chacune des thermiques ou des hybrides que je conduis de temps en temps. Au final, lorsqu'on reproche à une voiture de ne pas avoir d'âme, en fait on lui reproche de ne pas avoir les défauts des thermiques. Bruit, vibration, à-coups, odeur et complexité de conduite ne sont pas des manifestations d'une âme. Ce sont juste des inconvénients liés à une technologie. Demandez à vos anciens s'ils reviendraient au train à vapeur. Ou aux autorails diesel qui vous déboîtaient la nuque à chaque changement de vitesse dans un ronflement de char d'assaut à chaque accélération. Et posez aux riverains des voies ferrées la même question. Vous verrez les réponses. Passons maintenant aux critiques légitimes. Elles sont de deux ordres. Le poids et le poids. Bon, ok, oui, je sais, l'effet de style est douteux, mais bon, vous verrez que ça a du sens de le dire deux fois, parce qu'on ne parle pas du même poids. Je vais parler en premier lieu du poids de l'auto. De tout temps, la réduction du poids a été une priorité chez les constructeurs automobiles. Le réduire permet de diminuer les coûts, mais aussi d'apporter plus d'agréments. Cela permet d'avoir une auto plus efficiente. Sachant que l'électrique est déjà beaucoup plus efficiente par nature qu'une thermique, eh bien son poids, en fait, n'est pas un problème au niveau efficience. C'est surtout un problème à la conduite. Avec son poids plus important, l'auto électrique impose en effet des suspensions plus dures. Pour le commun des mortels, c'est notable et ça réduit le confort. J'avoue que c'est le seul défaut que je trouve à la voiture électrique au quotidien. Pour une conduite sportive, c'est aussi un handicap puisque l'inertie d'une telle auto la rend moins facile à conduire sportivement et moins joueuse. C'est là un axe d'amélioration important sur lequel les constructeurs travaillent d'arrache-pied. En tout cas, les constructeurs sérieux qui ne foutent pas des batteries monstrueuses sur des caisses totalement inefficaces. Deuxièmement, on va parler du poids tractable. Et oui, tracter une remorque ou une caravane fait aussi partie des plaisirs de conduire. Et cela nous permet de pratiquer nos loisirs ou de travailler. La voiture électrique peut tracter lourd et bien mieux que les autos thermiques, tout en étant plus plaisante. C'est par contre la législation qui est en retard et peu d'autos peuvent tracter des charges lourdes, ce qui est dommage. Voyons maintenant le côté conduite sportive et comparons quelques modèles thermiques à des modèles électriques. Une Golf GTI se vend actuellement à un peu moins de 48 000 €, 63 000 si on compte le malus. Elle a une puissance de 245 chevaux pour un 0 à 100 en 6 secondes 2. Par comparaison, une MG4 X-Power s'échange pour un peu plus de 35 000 € et dispose de 435 chevaux pour un 0 à 100 en 3 secondes 8. En plus, elle a 4 roues motrices. En termes de tenue de route, en termes de performance et en termes d'agrément, on joue visiblement pas dans la même cour. Une BMW M3 est tarifée à partir de 157 000 €, avec en plus un malus de 50 000. Avec ses 550 chevaux, elle parcourt le 0 à 100 en 3 secondes 4. La modèle 3 Performance était tarifée 53 990 € avant l'arrivée du modèle restylé. Sa puissance n'est pas communiquée, mais son 0 à 100 est réalisé en 3 secondes 3. On pourrait me dire que la BMW est une vraie bête de course, et c'est vrai. Mais pour mettre la Tesla au niveau avec des kits freins et suspension, nul besoin de dépenser autant que le prix d'achat de l'allemande. Preuve à l'appui. Passons maintenant à plus gros. Une Bentley Flying Spur se vend 260 000 €, auquel il faut ajouter 50 000 de malus. Ces 635 chevaux offrent un 0 à 100 en 3 secondes 8 et une vitesse de pointe de 333 km/h. Une Lucid Air Sapphire est quasiment au même prix, mais n'a pas de malus. En revanche, elle dispose de 1235 chevaux et atomise l'anglaise avec moins de 2 secondes pour le 0 à 100. Et là, même l'argument du poids n'a pas sa place puisque la Bentley pèse près de 2,5 tonnes, tout comme la Lucid. Allons maintenant à l'extrême. Une Bugatti Chiron Super Sport coûte 3 840 000 €. Bon, là on ne parlera pas du malus, il est anecdotique. Elle développe 1600 chevaux et parcourt le 0 à 100 en 2 secondes 4. Sa vitesse de pointe est de 440 km/h. Une Rimac Revera s'échange contre 2 200 000 €. Bon, ça reste une somme quand même, hein. Elle développe 1914 chevaux et parcourt le 0 à 100 en 1 seconde 81.
Et sa vitesse de pointe culmine à 412 km/h seulement. Niveau poids, la Rimac s'avère 300 kg plus lourde que la Bugatti, mais clairement à ces niveaux, ça ne change plus grand-chose sur un circuit. Détail amusant, Rimac est propriétaire de la marque Bugatti. Un signe des temps peut-être. Pour les amateurs de 4x4 et de conduite off-road, un Ford F-150 Raptor R coûte 109 000 $ aux États-Unis. Il dispose de 710 chevaux pour un poids de près de 3 tonnes. Le Rivian R1T s'échange quant à lui contre 87 000 $ en version 4 moteurs. Il développe 835 chevaux et pèse 3 tonnes 6. En conduite tout-terrain, la répartition roue par roue de la puissance et la linéarité de la propulsion électrique le rend plus efficace que le Ford, tout en étant plus facile d'utilisation. Lorsqu'on regarde tous ces exemples, on se rend compte que les autos électriques sont moins chères pour des performances équivalentes, ou elles sont à peu près au même prix pour des performances largement supérieures. La voiture électrique, ça rend la voiture accessible, et ça, c'est une chose que devraient apprécier les amateurs de belles autos. Et pourtant, il y a quand même des bougons. Ils se disent que ça va rendre le truc trop facile pour tout le monde et ils vont avoir moins de facilité à se démarquer. Bon, en tout cas, je vous laisse vous faire votre propre idée. Mais je pense que la partie est jouée en faveur de la voiture électrique, en tout cas pour le grand public. Je pense que beaucoup de gens vont être gagnants, mais pourtant, il y aura des perdants dans le monde des passionnés d'automobile. Enfin, chez ceux qui se définissent comme tels, parce que souvent, c'est pas les mêmes. Les passionnés de mécanique et d'ancienne ne seront pas déçus, car ils pourront continuer à bichonner leurs machines et avoir la fierté de les maintenir sur la route, tout comme les passionnés de chemin de fer à vapeur le font actuellement. Si on reste au tout pétrole, il n'y en aura pas assez, il y aura trop de pollution pour qu'on puisse continuer à utiliser une voiture au quotidien. Et donc, les anciennes feront les frais des interdictions de circulation des autres voitures. Pour faire survivre les anciennes, il faut passer à la voiture électrique pour le quotidien. En revanche, deux types de personnes sont toujours farouchement opposées à la voiture électrique, car elle leur enlève un plaisir de conduite qui leur importe. Et oui, il y a un plaisir dont on n'a pas encore parlé. On a déjà vu le Jean-Michel égoïste, mais il y a aussi, et on en a déjà parlé, les Kéké GTI, mais aussi les Maurice Édouard, je me la pète. Ce sont deux facettes d'une même catégorie de personnes qui ne peuvent exister sans se faire remarquer, et pas de la plus sympathique des façons. L'un est peu fortuné, le Kéké GTI, et l'autre a des moyens. Faire hurler son moteur pour faire peur aux passants ou faire son intéressant n'est pas la meilleure manière d'attirer l'attention de manière sympathique, vous en conviendrez. Attirer le regard par un feulement de V8 pour bien montrer qu'on n'a pas une Porsche Macan diesel est une manière de se différencier. Et certains constructeurs en jouent à fond. Lorsqu'Audi utilise le rendement d'un gros moteur pour son e-tron GT, c'est à ces personnes qu'il s'adresse. Mais le bruit ne sera jamais assez fort pour certains fanatiques à l'ego démesuré. Enfin, quoique, des accessoiristes ont flairé la bonne affaire et proposent de rajouter un bruit extérieur fort pour quelques centaines d'euros. Ancho l'a fait pour la Model 3 et personnellement je trouve ça risible. Ah, attention, hein, n'y voyez pas une critique lorsque c'est monté pour la blague comme l'a fait Electron Libre. Ça reste un trait d'humour sympathique et drôle dans ce cas-là. Pourtant, il y a fort à parier que Kéké GTI saisira ce type d'accessoire pour compléter sa panoplie de fauteurs de troubles pathétiques, comme il installait un klaxon cucaracha dans les années 70 ou qu'il sillonne les rues nocturnes et paisibles d'un village avec sa sono réglée à fond. Qu'il se rassure, l'adoption de la voiture électrique et le silence qui s'ensuit lui donnera plus d'impact, plus de visibilité de la part des passants et des riverains, mais aussi des forces de l'ordre. Et ça pourrait bien les chagriner. Non, la voiture électrique ne signe pas la fin du plaisir de conduire, c'est juste une évolution. Et pour moi, je trouve que c'est mieux. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.